Yo, alors Q&A épisode 11. Si jamais je les ai mis dans une playlist sur YouTube, si jamais ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Conseilles-tu actuellement d'installer Windows 11, sachant que j'ai un CPU AMD et que mon PC me sert principalement à jouer? À mon avis, depuis la 22H2, c'est-à-dire la mise à jour de Windows 11 qui est sortie là il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 mois maintenant, oui, les performances entre Windows 10 et Windows 11, elles sont identiques. Il n'y en a pas un qui est plus performant que l'autre ou je ne sais pas quoi. Les deux sont supportés. Windows 10 reste supporté jusqu'en 2025 minimum. Pour le moment, c'est 2025 la date. Mais à mon avis, dans un souci d'utiliser l'OS qui va avoir les mises à jour et les nouveautés en premier, je pense que c'est mieux d'installer Windows 11 aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai sorti installewindows.fr. Donc à mon avis, oui. Tout ça, ça parle de ce qu'on disait dans la Q&A 10 sur les sponsors et les gens qui font des sponsors éthiques et les gens qui font des sponsors pas éthiques. C'est des questions philosophiques assez compliquées parce que d'un côté, oui, c'est à la personne qui regarde de porter un regard critique sur ce qu'elle regarde et de se dire est-ce que ça c'est du sponsoring, est-ce que ça c'est pas du sponsoring, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que c'est pas vrai, etc. Mais de l'autre côté, c'est un peu à la personne qui propose du contenu d'être un peu éthique et de présenter les choses de façon claire quand c'est de la pub ou pas. C'est difficile parce que d'un côté, il y a des viewers qui sont des fous furieux et qui vont prendre par exemple une vidéo comme celle-là et dire ouais mais regarde en haut à gauche, il y a 2 carrés Intel et 3 carrés AMD. Donc ce YouTuber là, il fait forcément de la pub pour AMD. Alors que en réalité non, pas du tout. C'est un peu compliqué, c'est philosophique, voilà, il y a des gens qui font les choses bien, il y a des gens qui font les choses pas bien, que ce soit côté viewer ou côté personnes qui font des vidéos. Voilà. J'adore tes épisodes, merci, j'essaye de... En tout cas je vais essayer de les faire un petit peu plus régulièrement. Ça dépend aussi de est-ce que je suis occupé dans ma vie de tous les jours ou pas, mais j'essaye de dégager du temps pour en faire quand possible. Salut, j'aimerais avoir Flight Simulator 2020, on m'a dit que le jeu était gourmand. Pourquoi est-ce qu'un jeu est plus gourmand qu'un autre? Et deuxième question, quel est le composant le plus important pour ce genre de jeu? C'est une question qui est assez complexe. En gros, quand tu lances un jeu vidéo et que tu utilises un jeu vidéo pour... en version très rapide, hein, je vais passer énormément de choses, mais c'est pas grave, ça va suffire pour comprendre. Au début, tu as ton CPU. Ensuite, tu as ta CG. C'est plutôt un C avant de mettre un G. Et ensuite, là, t'as ton écran. Hein. Je vais pas écrire écran parce que j'ai un peu la flemme, mais imagine que ça, c'est ton écran. Et là, tu as ton jeu vidéo. Tu as ton jeu qui est installé sur ton SSD. Donc, ce qui va se passer, en très gros, hein, c'est que ton processeur, il va récupérer les données du jeu. Il va récupérer les fichiers, les textures, les machins. Il va calculer ce qu'il doit afficher. Donc il va dire ah, je dois mettre un avion ici, là, je dois mettre du sol par terre, je dois mettre le bonhomme au milieu. Ensuite il va dire à la CG bon, alors voilà l'image, toi tu dois t'amuser à dessiner tout ça. La CG ensuite elle va dire ok, je prends ton image, je la remplis, je la colorie, et une fois que j'ai terminé, je peux l'afficher à l'écran. Et on va faire ça 120 fois par seconde. Et en faisant ça 120 fois par seconde, on aura 120 FPS. Si tu veux un petit peu plus imagé, c'est vraiment seulement certaines parties, d'accord? On simplifie énormément là, mais en gros, ton CPU, il va calculer une image qui va ressembler à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de texture, il n'y a rien, c'est juste des triangles, ou des carrés, ou des petites pyramides. C'est des polygones comme ça, et lui, il va balancer ça à la CG et lui dire, écoute, voilà les triangles, toi, tu t'occupes de les colorier, de mettre les textures dessus, de poser tout ça et d'envoyer tout ça. Et une fois qu'on a pris l'image du CPU, qu'on a collé les textures par-dessus, on a une image qui peut être envoyée à l'écran et affichée comme ça. Et nous, on la voit et on est content. Il y a
beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Par exemple, selon le type de jeu, il y a de l'intelligence artificielle des... Donc là j'ai pris Planet Zoo par exemple, chaque petit personnage là dans la rue a son petite intelligence artificielle, doit se déplacer et tout ça. Ça c'est le CPU qui les calcule. Et du coup, en fonction du jeu, il peut être plus difficile à faire tourner par le CPU. Si c'est plus difficile de calculer tous ces trucs là que de juste peindre par-dessus, dans ce cas-là c'est plus le CPU qui va galérer. Si à l'inverse, il n'y a pas énormément de choses à calculer de ce côté-là, et par contre à peindre c'est très difficile parce que les textures sont très haute résolution, il y en a énormément, il y a des ombres, des lumières, du ray tracing, etc. Dans ce cas-là, ça sera beaucoup plus difficile pour la carte graphique. Et du coup, selon comment les jeux ils sont codés, ça peut être plus le CPU qui va travailler, plus la carte graphique, ou les deux en même temps, c'est possible aussi, ou même d'autres éléments, genre la RAM, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas mentionnés, mais il y a aussi la RAM qui rentre en compte là-dedans, qui doit communiquer des choses avec le CPU dans les deux sens. Il y a plein de choses. Donc, pourquoi est-ce qu'un jeu est plus gourmand qu'un autre ? Ça dépend du jeu, ça dépend de quel type de jeu c'est, ça dépend de comment il est codé, etc. etc. Et tu n'as pas vraiment de manière de le savoir à l'avance. Tu peux faire des simplifications, genre si tu peux dire généralement les jeux récents ils sont plutôt limités par la carte graphique. Généralement les jeux un peu anciens ou un peu e-sport type CSGO, etc. ils sont plutôt limités par le processeur. Mais c'est des généralisations, il y aura toujours des exceptions, du coup c'est un peu, voilà, c'est un peu discutable. Et deuxième question, quel est le composant le plus important pour ce genre de jeu ? Bah ça dépend du coup. Si tu joues à CSGO, ton processeur sera plus important que ta carte graphique. Si tu joues à le dernier Assassin's Creed en 4K, ta carte graphique sera plus importante que ton processeur. Donc il faut essayer de chercher sur internet, d'essayer de regarder des benchmarks sur internet de gens fiables qui jouent au jeu et de regarder est-ce que quand tu changes la carte graphique ça fait augmenter les performances, est-ce que quand tu changes le processeur ça fait augmenter les performances. Généralement ce que tu peux regarder aussi c'est les benchmarks de composants. Par exemple tu regardes un benchmark de processeur et tu verras que sur tel jeu bah il y aura une grande différence selon le processeur et sur d'autres jeux il n'y aura pas de différence. C'est un peu comme ça que tu essayes de te démerder pour faire au mieux quoi. Voilà. Ces deux images là elles viennent d'un article de TechSpot sur comment marche un ordinateur. C'est un petit peu plus détaillé, enfin ça parle surtout de la partie processeur, c'est beaucoup de mathématiques du coup, mais je le mettrai dans la description si jamais ça intéresse des gens. Voilà. Une question, j'ai un écran Asus, il a un HDR seulement lorsque je mets mes couleurs, c'est moins saturé et plus sombre. Ok, le HDR, High Dynamic Range, l'objectif en tout cas à la base de l'HDR, c'est de pouvoir proposer une plage dynamique de luminosité plus grande. Hop, imagine que là, ma luminosité classique sur mon PC, elle va de 10 à 100. C'est des chiffres inventés, peu importe. Et l'objectif de l'HDR, c'est de pouvoir d'aller de 1 à 1000. Donc pouvoir afficher des choses qui sont plus sombres et des choses qui sont beaucoup plus lumineuses. Pour faire, je sais pas, des explosions, des éclats de lumière, des choses comme ça. Il y a aussi une composante couleur, c'est aussi censé pouvoir afficher plus de couleurs différentes, mais peu importe dans ce cadre. Et concrètement, il y a plusieurs standards d'HDR qui existent, le 400, 500, 1000, etc. Concrètement, ce que tu pourras trouver sur les écrans de PC dans la majorité des cas, c'est le standard 400 ou 500. Ce sont des standards de merde. Voilà. HDR 400, HDR 500, c'est pas de l'HDR, c'est juste, c'est un faux standard. Il y a écrit HDR dessus, tu peux faire comme si ça n'existait pas. À partir de HDR 1000, ça devient bien. Voilà. Ça c'est bien, 1400 c'est bien, et les True Black c'est bien aussi, c'est généralement pour les écrans OLED. Mais concrètement, cet écran-là, j'ai pas été regardé, mais je suis prêt à parier qu'il a du HDR 400, et le HDR 400, ça fait rien de bien. Voilà. Et il y a aussi un autre problème, c'est que l'HDR sur ton écran ou ta télé c'est une chose, mais tu dois aussi avoir une source qui est en HDR. Hop. Parce que, hop là, imagine que tu as ton écran qui est là,
hop, que lui il est en HDR, mais que ta vidéo YouTube ou ton film il est en SDR. SDR c'est l'opposé de HDR. Le H c'est pour high, le S c'est pour standard. Hein. Si tu envoies ta vidéo SDR sur ton écran HDR, bah, du coup ça fera rien de bien quoi. Donc il faut que aussi, voilà, il faut aussi que ta source soit capable de supporter du HDR. C'est très peu le cas sur YouTube. Ça existe les vidéos HDR sur YouTube, mais il n'y en a quasiment pas. Sur les films que tu vas télécharger, ça existe assez régulièrement. Sur Netflix, ça existe aussi parce que la majorité des télés ont HDR maintenant. Sur les jeux vidéo, ça existe sur les jeux récents principalement. Les jeux un peu vieux, tu peux oublier. Et c'est aussi parce que entre ces deux trucs-là, là, ici, on n'en parle pas, mais il y a Windows. Windows, il doit aussi gérer le HDR, c'est-à-dire qu'il doit comprendre que c'est du HDR ici et qu'il doit l'envoyer en HDR au PC là. Et le support du HDR sur Windows est assez pourri. Il existe, dans Windows 11, c'est même mieux qu'avant, en théorie, si je fais là. Il y a tout un onglet HDR, où tu es censé pouvoir activer l'HDR dans Windows. Il me semble que lui, voilà par exemple, si tu as un écran compatible HDR, tu peux activer la HDR dans Windows. Mais ça marche très mal. Voilà. Tu peux essayer de t'amuser. Tu peux essayer de t'abuser à l'activer là, à vérifier que tu as une source HDR et à faire des tests, etc. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que HDR 400 ou 500, parce que 600, ça commence à se discuter. Ce que tu as sur les PC, dans la majorité des cas, c'est de la merde et ça fait rien. Voilà. Est-ce qu'en 2022, avoir beaucoup d'extensions sur un navigateur Chromium fait ralentir le navigateur ou ça a été optimisé? Bah, la réponse est assez simple, c'est juste ça dépend des extensions. Voilà. Il y a une manière assez simple de le voir, si tu veux. Tu peux faire un clic droit sur ta barre en haut, pas sur un onglet, mais sur ta barre en haut, et tu ouvres ton gestionnaire des tâches du navigateur. Et dedans, ça t'affiche toutes les tâches de ton navigateur. Avec leur nom, tu peux les classer par CPU, par RAM, comme ça. Et ça te permet de voir qu'est-ce qui utilise les composants de ton PC sur ton navigateur. Par exemple, je peux voir, mon uBlock Origin, il utilise 44 mégas de RAM. Voilà. C'est-à-dire, mon onglet Twitch, là, il utilise 1% de mon CPU. Donc tu peux regarder comme ça et essayer de surveiller un peu tes extensions et de voir lesquelles utilisent tes ressources sur ton PC. Je me demandais si c'est avec une Ducky. Ok, c'est pas Ducky, c'est Ducky Key. C'est pour faire simple, c'est des clés USB qui sont pas réellement des clés USB, qui sont en fait qui se font passer pour des clés USB à Windows, mais qui en fait permettent d'écrire du texte, d'enregistrer du texte, de lancer des virus, etc. Est-ce qu'on peut exécuter n'importe quel programme avec ça? C'est discutable. En théorie, oui, mais c'est un vecteur d'attaque qui se popularise de plus en plus et qui du coup est de plus en plus protégé. Maintenant, on commence à voir des options dans Windows et dans les antivirus pour protéger contre ce genre d'attaque. Voilà. Que penses-tu de ReviOS? Alors ReviOS, c'est un des projets de Windows optimisé. Hein. C'est un des projets qui vous vend un Windows avec plus de FPS, moins de latence, etc. etc. Tous ces projets-là, je suis contre pour plusieurs raisons. La raison principale étant que je sais pas ce qu'ils ont modifié dans mon Windows, moi, ces gens-là. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont rajouté un keylogger qui va s'activer dans 2 ans quand ils auront 20 000 utilisateurs? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont mettre un mineur de bitcoin qui va miner des bitcoins quand le PC est en veille et que je suis pas là pour voir? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils l'ont fait, je sais pas ce qu'ils ont cassé. J'ai aucun contrôle là-dessus, j'en sais rien. Et juste pour ça, à mon avis, c'est une raison suffisante pour dire qu'il faut absolument pas utiliser ces trucs-là. Voilà. Est-ce que tu sais si le FSR ou le DLSS ajoute de la latence? La réponse courte, c'est non. Le FSR et le DLSS n'ajoutent pas de latence.
Et la réponse longue, c'est tu peux aller voir cette vidéo de Harder Box que je mettrai dans la description de cette vidéo aussi, qui ont fait des tests d'input lag avec des LSS, FSR, etc. Et concrètement, non, ça n'ajoute pas de latence. Voilà. Alors, pour la question sur la fluidité de la souris, je parle pas de améliorer la précision du pointeur. Ouais. J'en parle un petit peu plus en détail dans cette vidéo-là, quand j'expliquais comment ça marchait l'accélération souris, qu'est-ce que ça faisait le Mark C mouse accélération fixe là, comment ça marchait un petit peu. Voilà, c'est plus précisé en détail là-dedans, je pourrais la mettre dans la description de cette vidéo aussi. Il y a une deuxième partie de ce commentaire qui traite de Microsoft et qui dit que Microsoft fait tout son possible pour maintenir des fonctionnalités qui sont plus utilisées depuis 15 ans, qui pourraient supprimer. Alors, il y a deux facettes à ça. C'est vrai d'un côté, hein. Microsoft, c'est le bordel, il y a des interfaces qui datent de 2004 dans tous les sens, c'est impossible d'implémenter un dark theme sur tout l'OS. De ce côté-là, effectivement, c'est le bazar. Que de l'autre côté, c'est aussi le seul OS où si tu as un programme qui a été fait pour Windows 98 et que tu le prends sur ton PC sur Windows 11 là, et que tu le lances, il y a des chances qu'il marche tout seul. Et s'il marche pas tout seul, tu peux aller à lui activer le bot de compatibilité et quand même le faire marcher. Et ça, c'est assez incroyable, cette capacité à maintenir la compatibilité avec tout ce qui a été fait sur Windows depuis très longtemps. C'est principalement ça qui les empêche d'innover autant qu'ils pourraient innover. Hein. Mais on pourrait argumenter que c'est quand même aussi très important de maintenir la compatibilité avec ce qui existait avant. Voilà. C'est au choix. Est-ce que c'est normal sur un Ryzen 3600 que via latence Simon que les CPU 2 à 7 soient à 0 en ISR count? Alors, latence Simon. Latence Simon, c'est un logiciel qui montre ta latence, qui montre ta latence d'après certaines personnes. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que si tout ça là, c'est ton input lag, ok? Entre le moment où là tu cliques sur ta touche A, ok, et le moment où le fait que tu aies strafe à gauche s'affiche sur ton écran. Compte à peu près 15 à 30 millisecondes en moyenne selon les PC. Latence Simon là-dedans, dans ces 30 millisecondes là, latence Simon ça représente exactement ça. Voilà. Et encore, c'est pas à l'échelle. Latence Simon c'est environ 0,02% de ton input lag. Le chiffre qui est écrit sur latence Simon, c'est ça. C'est un outil qui, concrètement, c'est un outil qui est inutile. Tu peux le désinstaller, ça te montrera jamais rien d'intéressant. Voilà. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est normal que les CPU 2 à 7 soient à 0 en ISR count? La réponse est oui, c'est normal. Et non, les cœurs du processeur ne sont pas sous-utilisés, c'est tout à fait normal. Je voulais ton avis sur la chaîne VCG Vieux-Con Gaming, merci. Je connaissais pas. Je suis parti voir, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai regardé la review de la 3068 Go, là, le truc nul. J'ai regardé le Portal RTX, j'ai regardé quelques trucs. Et j'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé, je pense que c'est une bonne chaîne. Je me suis abonné. Bon, ça l'affiche pas là, mais si je refresh, je me suis abonné. Merci. J'ai voulu installer CS sur mon ancienne machine, j'ai des problèmes de perf. Et quand je vais dans le gestionnaire des tâches, je vois que le CPU n'est quasiment pas utilisé alors que le GPU est limité à 100%. Ok. C'est une question qui revient un peu à ce qu'on disait avant, au début, sur comment marchent les jeux vidéo. Selon les jeux, c'est possible que un composant travaille plus que l'autre. Alors en l'occurrence, CSGO, avec CSGO,
sera plutôt limité par le processeur, donc avoir une 6600 à 100% d'utilisation, c'est un peu étonnant. Sauf si tu joues dans une haute résolution, si tu joues en 1440p ou en 4K, dans ce cas-là, c'est possible que ta CG soit plus utilisée que ton processeur. Et la solution pour régler ce problème-là, du coup, ça serait de réduire les paramètres du graphique du jeu ou baisser la résolution. Voilà. Que penses-tu de Chris Titus Tech? Alors, Chris Titus Tech, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en PC, hein. Il a fait énormément de choses. Il a fait beaucoup de choses très bien. Est-ce que moi j'utiliserais, parce que il a fait énormément de choses bien, mais le truc pour lesquels les gens le connaissent plus, c'est qu'il a fait un script d'optimisation de Windows. Est-ce que moi j'utiliserais ce truc-là? Non. Voilà. Moi j'utiliserais pas ce truc-là parce que j'aime pas trop tout ce qui est optimisation de Windows. Sur un PC qui a moins de 5 ans, ça sert à rien. Mais si, par hasard, vous adorez les optimisations, vous aimez réinstaller Windows toutes les 3 semaines, je pense que ça fait partie des trucs les moins pires qui existent. Voilà. Donc si un jour vous voulez essayer, bon, vous pouvez essayer ça. Voilà.